Radioscopie. Radioscopie. Edgar Morin. Jacques Chancel. Intellectuel de gauche, sociologue, écrivain, journaliste, passionné de cinéma, directeur de revue, essayiste, anthropologue. Vous êtes tous là, Edgar Morin, et je voudrais savoir comment vous arrivez à fixer vos choix. Bien, ce sont mes choix qui s'imposent en moi. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai une curiosité très généralisée, c'est-à-dire que je m'intéresse à beaucoup de choses. Je veux dire que plutôt que beaucoup de choses m'intéressent. Alors selon les hasards, que quelque chose se produit à proximité, je vais sur ces choses-là. Et puis en profondeur, j'ai la même interrogation qui chemine et qui parfois réussit à se faire jour et qui parfois s'exprime. La première qualité, c'est la curiosité, à votre avis, Edgar Morin? La première qualité de quoi? De qui? D'un homme. Sa curiosité. Non, pour moi, c'est l'amour et la curiosité. À mon avis, il n'y a pas qu'une qualité dominante. Il faut qu'il y en ait plusieurs ensembles pour qu'il y ait une qualité. Une somme. Pas une somme, un ensemble. Edgar Morin, vous êtes sociologue, mais est-ce qu'il y a une bonne définition du sociologue? Il y a une bonne définition du mauvais sociologue. C'est-à-dire qu'on peut le considérer comme un expert de quelque chose. Et à mon avis, c'est ce qui en fait un personnage extrêmement limité. Mais le sociologue, c'est quelqu'un qui essaye de savoir ce que c'est que la société. Et là commence la difficulté. Comment allez-vous arriver là? C'est un cheminement qui n'est pas tout à fait comme les autres. Bien écoutez, comment j'en suis arrivé là? Enfin, arrivé, le mot m'effraie, puisque ça veut dire que c'est un terminus. Je veux dire que quand j'étais étudiant, que je découvre, enfin disons au moment de devenir étudiant, je découvrais quelque chose qui à l'époque était très peu connu, dont on parlait pas beaucoup, c'était le marxisme. Et pour moi, le marxisme, c'était une façon de savoir ce qui se passait dans la société. Alors je voulais savoir ce que c'est que l'économie, savoir ce que c'est que la psychologie, savoir ce que c'est que l'homme. Alors j'ai fait des études de droit pour apprendre l'économie qui se faisait à ce moment-là dans cette faculté. J'ai fait des études d'histoire parce que c'était une façon aussi de savoir ce que c'est que l'humanité dans son évolution. J'ai suivi des cours de sociologie qui à l'époque étaient à l'intérieur de la philosophie. Enfin, j'essayais par différents moyens de me constituer cette sorte de science unique de l'homme qui est dans le fond mon rêve permanent. Et j'ai été déjeté de tout cela, fort heureusement, par la guerre. Je veux dire que, entrant dans la résistance, je pensais abandonner à jamais les études parce que la vie était à la fois beaucoup plus intéressante, n'est-ce pas, beaucoup plus totale, beaucoup plus vécue. Pour moi, ce sont les années les plus fortes de ma vie. Et finalement, j'ai été renvoyé aux études par toute une série d'impasses et d'échecs. C'est-à-dire qu'une fois que la résistance est terminée, je me suis trouvé comme beaucoup de gens de ma génération qui ont trouvé la vie quotidienne très prosaïque. Les uns se sont plus ou moins installés, d'autres ont été très mal à l'aise. Moi, j'ai eu à ce moment-là des difficultés d'insertion multiples. Et alors, ma chance est arrivée au moment où, au cœur de la pire difficulté, j'étais déjà chômeur depuis quelques mois. Quelqu'un que j'avais connu quand j'étais étudiant, qui s'appelle Georges Friedman, qui était au CNRS, m'a ouvert la possibilité d'entrer comme chercheur au CNRS. C'était la section de sociologie. Et j'ai dit, va pour la sociologie. Dès cette époque-là, pour moi, la sociologie, si vous voulez, n'était qu'un aspect des choses. Pour moi, mon but, c'est la science de l'homme, c'est-à-dire à la fois sociologie, histoire, psychologie, etc. Vous voyez? Alors, mais ceci dit, il fallait bien que je trouve un habit. Et j'ai cet habit de sociologue qui me colle, c'est-à-dire, je le reconnais, parce qu'en effet, c'est
disons, c'est mon gilet ou mon pantalon. Mais enfin, c'est pas tout mon costume, c'est pas tout mon... Bon, on m'appelle sociologue, mais ça me gêne un peu d'être confondu avec ce genre d'expert qui fleurit. Et souvent, on m'appelle pour des consultations que je trouve tout à fait imbéciles. Edgar Morin, est-ce votre milieu familial qui vous a conduit à Marx? Certainement pas. Certainement pas. Mon milieu familial était absolument athéorique et apolitique. Ce qui m'a conduit à Marx, c'est-à-dire, c'est dans le fond par réaction contre la famille, histoire très compliquée donc longue à raconter, mais enfin par réaction que j'étais très jeune porté vers ce qui était révolutionnaire. Je dois dire que j'ai fréquenté des groupes anarchistes, des groupes trotskistes. J'aimais l'international. J'aimais l'appel, si vous voulez, d'une société réconciliée. Dans le fond, la révolution, pour moi, c'est l'épanouissement de soi et la réconciliation avec les autres. Dans le fond, c'est ce que cherche tout être jeune. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, disons que la jeunesse devient un facteur d'action beaucoup plus fort. Elle exprime ce besoin. À l'époque, on était quelques minables marginaux. Maintenant, on voit avec satisfaction que beaucoup de jeunes du centre même de la société, dans leur réaction contre leur famille, cherchent cette réconciliation, cette fraternité avec les autres et cet accomplissement de soi. Alors, c'est ça. Alors, ayant été dans ces groupes, dans ces groupuscules préhistoriques, disons, avant les groupuscules d'aujourd'hui, mais bien par an, alors, on a commencé à me parler de Marx comme celui qui me donnerait les moyens de comprendre le monde et aussi les outils de le transformer. Edgar Morin, vous avez quel âge? Ben maintenant, j'ai 49 ans, évidemment. On a parlé des jeunes. Est-ce que vous avez l'impression d'être dépassé par eux? Bien sûr, mais enfin, pour moi, les problèmes se posent d'une façon un peu particulière, car je me sens très vieux et très jeune. J'ai peut-être failli être adulte, mais heureusement j'ai réussi à ne pas l'être. Enfin, c'est comme dans la chanson de Jacques Brel, il faut beaucoup de talent pour vieillir sans être adulte. Je ne sais pas si j'ai eu ce talent, mais enfin, alors, si vous voulez, il y a un côté en moi qui adhère tout à fait aux mouvements, aux impulsions, aux besoins, aux aspirations que je vois dans ce qu'on appelle la jeunesse, du moins une partie d'elle. Et puis il y a une partie de moi qui est tout à fait sceptique, qui se laisse absolument pas... Enfin, je crois qu'il ne se laisse pas raconter des histoires. Enfin, alors j'ai les deux. J'ai une grande distance, un grand scepticisme et puis un grand enthousiasme, un grand élan. Edgar Morin, on a réédité votre autocritique. On trouve là le récit de votre exclusion du Parti communiste. Et je pense à cette période qui était très douloureuse pour vous. Je crois que ça a été véritablement la grande période de votre vie. Vous étiez anti-stalinien. Et lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, vous avez toutes les raisons de vous réjouir, ou peut-être d'être plus malheureux encore. Bien, je dirais l'un et l'autre, car en effet, si vous voulez, j'ai passé 10 ans dans le Parti communiste, de 41, une assez bonne année, puisque c'était avant la bataille de Stalingrad, jusqu'à 51, c'est-à-dire le point culminant, disons, du stalinisme. Et évidemment, c'est une expérience que j'ai pas déglutie. Alors que beaucoup qui ont quitté le parti ou s'en sont fait exclure ont rejeté ce rejet, c'est-à-dire ils ont dit comment ces salauds ont-ils fait de moi être si merveilleux, n'est-ce pas, une dupe. Moi, je me suis dit, mais comment moi, qui me crois intelligent, j'ai pu me laisser mystifier par moi-même, c'est-à-dire en entrant dans un système qui manifestement, maintenant à mes yeux, présentait des déformations horribles par rapport à ce qu'il prétendait être. Je me suis interrogé là-dessus, je continue à m'interroger, et dans le fond, je m'interroge sur le stalinisme. C'est-à-dire, pour moi, c'est comment se fait-il que la chose qui est la plus souhaitable, je dirais que le communisme, c'est être à la fois, disons, c'est un peu plus de fraternité et plus d'accomplissement, ce dont je parlais tout à l'heure. Comment se fait-il donc que cette chose qui correspond aux besoins profonds de l'homme et peut-être aux besoins profonds de l'époque, ait-il trouvé non pas seulement sa caricature, mais son contraire sous ce nom-là? Vous me direz, le problème n'est pas nouveau, puisque sous le nom de christianisme, n'est-ce pas, on a accompli des abominations millénaires. Et je dirais même que plus une idée est grande et belle, plus elle sert de masque à réaliser le contraire de ce qu'elle est, y compris sous le vocable liberté, égalité, fraternité. Mais c'est une expérience qui effectivement m'obsède, mais quand il y a eu le rapport Khrouchtchev, quand il y a eu l'octobre polonais et la révolution hongroise,
Ça a été des moments extraordinaires pour moi. C'est ça surtout, disons, une grande période de ma vie. J'étais inondé de voir qu'il y avait peut-être une issue possible. Et j'ai été illuminé de voir que les choses auxquelles je croyais fermement n'étaient pas des rêves imbéciles que je continue à entretenir. Et évidemment, de voir que tout ceci a été réprimé et tellement durement par la suite a été quelque chose de très dur, c'est-à-dire que le monde continue à hiberner, mais ça m'a réveillé. J'ai commencé, si vous voulez, à me réveiller au cours de cette période, et tout ce qui s'est passé après, au cours des années 62-63, mai 68 y compris m'ont réveillé. C'est-à-dire que ça me dit que les choses auxquelles je crois profondément ne sont pas des rêves infantiles qu'il faut mettre au rencard. Mais bien entendu, en sachant qu'il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas croire qu'une chose qui commence ici et maintenant va se réaliser tout de suite. Edgar Morin, être exclu du Parti communiste, ça fait mal ou ça rassure? Eh bien, écoutez, ça dépend des gens. C'est une chose qui était terrible à une époque et qui aujourd'hui n'est qu'un petit bobo. Vous comprenez, à l'époque, disons, de Staline triomphant, de Staline Dieu, être exclu du parti, c'était être exclu de la communion. C'est comme aux pires époques de l'Inquisition, être maudit, être anathème. Quelqu'un qui était exclu en URSS, dans le fond, se trouvait presque immédiatement promis à la prison ou au camp de concentration. Alors, en France, c'était pas ça, mais dans la mesure où moi, bien que ayant cessé de croire en la grande vérité religieuse, mais continuant à croire que ces gens qui étaient dans le parti étaient les gens de ma famille, étaient les miens, être rejeté par eux, c'était une chose très dure. Et aussi, je vivais dans l'imagination entretenue au sein du parti que tout être qui est rejeté du parti doit inévitablement devenir pire qu'un suppôt de la réaction, mais un contre-révolutionnaire. Il y avait ces rumeurs concernant les exclus, rien n'était... Disons, l'exclu, c'est le maudit. C'est merveilleux d'être un bourgeois, parce qu'un bourgeois, on peut traiter avec lui. Mais avec un exclu, on l'écrase. C'est comme avec les trotskistes. Mais à ce moment-là, est-ce que vous avez perdu des amis? Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont cessé de me voir comme par enchantement. Des bons amis qui ont cessé de me voir. Et récemment, ils sont revenus, ces amis, lorsqu'ils ont pu mieux comprendre, ou plutôt mieux se rassurer? Enfin, quand le temps est passé, quelques-uns sont revenus, mais pour ceux qui étaient les plus proches, ça n'a plus été comme avant, bien entendu. Et vous, vous avez changé? Mais je ne crois pas, mais qui peut parler bien de soi-même, vous comprenez? Surtout quand vous demandez quelque chose qui équivaut à un autocertificat de bonne conduite. De toute manière, vous avez souffert dans votre foi, je dirais dans votre bonne foi. Écoutez, enfin, vous savez, la foi et la bonne foi sont deux choses très compliquées, et je dirais qu'il n'existe pas de bonne foi à l'état pur. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le moment même, ça a été dur, mais j'étais surpris de voir à quel point ce n'était pas tellement dur. Je veux dire que, ça je l'ai écrit dans mon livre justement autocritique, quelques jours après, je me rendais compte que j'étais au contraire restitué à moi-même. J'étais même heureux d'avoir retrouvé ma responsabilité. Quand j'étais au parti, c'était comme quelqu'un qui confie sa propre responsabilité au parti, comme au curé, comme au confesseur. Le parti, n'est-ce pas, le parti père. Et brusquement, de voir qu'étant responsable de moi-même, j'étais resté le même, ça m'a brusquement réjoui. Et je dois dire que ce chagrin a été suivi finalement par les joies d'une autolibération. Edgar Morin, lorsqu'on voit tout ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut comprendre ce changement? Car vous avez été exclu parce que vous combattiez Staline. Oui. Or, aujourd'hui, on le combat et on le maltraite même. Oui. Ce changement vous paraît normal en si peu de temps? Mais vous savez, la déstalinisation était une époque qui a étonné tous ceux pour qui elle s'est passée, au moment où elle s'est passée. Les grands événements qu'on attend depuis trop longtemps sont finalement des événements inattendus. Personne n'y croyait plus. Alors, la force de ce mouvement m'a énormément étonné, mais en même temps qu'elle me semblait logique au fur et à mesure que je comprenais que ce qui pour moi était le communisme était en fait une société de classe, disons, avec un pouvoir qui dominait la masse de la population. Donc ce qui se passait me semblait logique, c'était son arrivée qui me semblait imprévue, qui me faisait réfléchir. Et puis après, aujourd'hui, disons, on se rend compte que
Ce qui s'est passé dans les années 56-58 s'est trouvé stoppé et même à régresser. Alors aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est que c'est si peu changé. Aujourd'hui, en 70, c'est frappant de voir que depuis, disons, les années 58, c'est-à-dire la répression de l'insurrection hongroise, il y a eu si peu de choses qui aient progressé dans cette partie du monde. Edgar Morin, si l'on vous demandait aujourd'hui de revenir au Parti communiste? Non. Non, parce que vous comprenez, au fur et à mesure que le parti changeait, qu'il était devenu ce que je souhaitais qu'il soit en 1948, moi-même, je formulais des exigences nouvelles et accrues. Le mois, si vous voulez, jusqu'en 1951-53, ce mois-là, s'il était resté sous Frigidaire, serait rentré dans le Parti communiste. Aujourd'hui, ce que je conçois comme étant le communisme ou le socialisme ou la révolution, à mes yeux, est incompatible avec cette entrée. Enfin, avec tout ce que vous avez souffert et ce que vous êtes, est-ce que vous êtes bien dans votre monde d'aujourd'hui? Écoutez, j'ai peut-être souffert, d'ailleurs c'est le privilège de tout être qui vit de souffrir. Quand vous dites que j'ai souffert, vous me... Non, parce que j'en ai beaucoup parlé avec Roger Garaudy, oui. Car lorsqu'il a été exclu, je l'ai reçu. Oui. Et je sais qu'il a souffert. Oui, mais moi, ma souffrance était autre, parce que, si vous voulez, elle est plus limitée, je crois. Je veux dire qu'elle a été à ce moment-là, mais du reste, même quand j'étais exclu, j'étais très peu injurié. J'ai eu quelques petites insultes, on m'a traité de flic, de fumier, mais enfin, c'était vraiment gentil et très limité. Je veux dire que ça n'a pas été un traumatisme très violent. Garaudy, lui, dans le fond, il a confondu beaucoup plus intimement et pendant une période beaucoup plus lointaine sa vie avec le parti, et de plus, il y croit maintenant au parti dans un sens plus que je ne crois maintenant. Alors c'est pour ça, si vous voulez, que je suis pas quelqu'un qui porte le marque d'une blessure inguérissable, d'autant plus que cette blessure a été ma guérison, n'est-ce pas? Comme dit Nietzsche, le fer qui porte la blessure est celui qui porte en même temps la guérison. Alors, c'est pour ça que je crois d'abord que pour tout être humain, l'aptitude au bonheur est liée à l'aptitude à souffrir, puisque dans le fond, souffrir, c'est pouvoir être sensible à ce qui arrive de l'extérieur, à commencer par les autres. Puisque l'aptitude à aimer, c'est l'aptitude à éprouver des joies infinies, et l'aptitude à souffrir des souffrances infinies, bien entendu. Il suffit que la personne disparaisse pour qu'on souffre. Bon. Alors, je crois, si vous voulez, que... moi, j'ai souffert, mais j'ai souffert surtout dans mon enfance. Je dois dire que mes plus grandes souffrances, jusqu'à présent, et je touche du bois, mais c'est parce que, enfant, je veux dire, quand j'avais 10 ans, ma mère est morte, et dans le fond, de souffrances de cet ordre-là, de déstructuration intérieure et de crise, qui ont mis des années à se reformer, je n'en ai pas connu depuis. J'ai eu le privilège, si vous voulez, d'avoir souffert très fortement, très jeune, d'une souffrance presque insupportable, et après tout le reste est très secondaire par rapport à ça. Et d'un autre côté, la curiosité dont on parlait fait que j'ai un grand appétit de vivre, des êtres humains, de tout ce qui est consommable et consumable, si vous voulez. Pas dans le sens de la société de consommation, mais dans le sens il y a un mot, justement, que j'ai découvert en Californie, un mot de biologie que je trouve très beau, c'est le mot transduction. Ça veut dire, c'est quand un corps passe et entre dans un autre. Voilà. Alors donc, si vous voulez, je crois que je suis quelqu'un qui a une aptitude à la joie aussi forte qu'à la souffrance. Edgar Morin, la souffrance est-elle une nécessité? Écoutez, c'est pas une nécessité, c'est une inévitabilité. D'abord, statistiquement, tout le monde est condamné à souffrir, et le drame, c'est que ceux qui ne souffrent pas souffrent de ne pas souffrir. C'est-à-dire que, je le répète, ce qui est important, c'est ce qu'on peut appeler notre irritabilité au sens, disons, biologique, c'est-à-dire quand un être s'irrite sans quelque chose au contact d'autrui. La sensibilité, et plus la civilisation évolue, plus elle crée des êtres sensibles. Et alors, cette sensibilité qui permet de goûter des joies très grandes de petits riens, permet aussi de souffrir pour des petits riens. Je veux dire simplement que
Notre vie est un tissu où la souffrance se mêle étroitement à la joie. Et le grand problème, je crois, des êtres humains, c'est que leur souffrance soit féconde, c'est-à-dire qu'elle devienne de l'engrais pour du bonheur. La chose horrible et tragique, c'est ceux qui ne peuvent pas, non pas qu'ils ne peuvent pas de leur propre faute, mais parce qu'ils n'ont pas les accidents ou les chances de trouver ceci. C'est pour ça que nous vivons dans un monde où il y a une atroce inégalité de chances, qui ne sont pas simplement les chances sociales, c'est pas seulement les chances de pouvoir arriver à tel ou tel poste de la société du fait qu'on est fils ouvrier, c'est pas les chances, disons, de l'inégalité sociale, ou même la chance à la survie, parce que quand on est riche, on peut avoir les meilleurs médecins et avoir plus de chances de survivre à une telle maladie. Je veux dire que c'est la chance, je dirais, par rapport au bonheur, parce que ça tient aussi à des rencontres d'amis, rencontres d'amour. Faites que vous avez un accident d'automobile, n'est-ce pas, qui peut vous rendre amputé et que ça retentira sur votre vie. Nous vivons dans une atroce inégalité de chance. Alors ceci étant posé, je crois que la question, c'est que notre souffrance se retransforme en joie. Du reste, ce qu'avait très bien senti Beethoven, n'est-ce pas, qui disait que c'est par la souffrance qu'il faut aller vers la joie. Edgar Morin, nous avons parlé de votre livre autocritique, nous aurions pu parler de L'homme et la mort, mais nous en parlerons tout à l'heure, de la rumeur d'Orléans, car ça pose bien des choses. Et ensuite, il y a ce dernier ouvrage dont nous parlerons tout à l'heure, Journal de Californie, qui est un livre d'aujourd'hui qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Mais nous allons prendre une première musicale. Vous avez choisi un thème péruvien, Los Incas. Nous sommes obligés avec vous, Edgar Morin, de parler d'anthropologie. Alors d'abord le mot anthropologie. C'est un mot qui a plusieurs sens possibles, mais pour ma part, je le définis comme l'unité de la science de l'homme. La science du phénomène humain. Oui, parce que c'est par rapport, disons, aux disciplines scientifiques. Vous avez par exemple l'histoire, vous avez la sociologie, vous avez la psychologie, vous avez aussi des grandes doctrines comme la psychanalyse, comme le marxisme. Alors, le vrai problème par rapport aux disciplines, je crois, c'est de savoir qu'il y a une science de l'homme unique, que l'histoire n'est pas un champ particulier, ni la sociologie qu'on peut découper avec des ciseaux, mais que c'est mêlé aux autres. Alors, quand je fais une étude, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est d'étudier le phénomène en question, et ce phénomène a un aspect sociologique, un aspect psychologique, un aspect économique, un aspect démographique, un aspect historique, etc. Mais si vous voulez, je ne veux pas être prisonnier de la discipline. Il est facile de comprendre l'homme d'aujourd'hui? Ben non, parce que aujourd'hui, la plus grande obscurité, disons, pour le savoir, c'est le tapis dans l'homme, n'est-ce pas? Nous savons bien ce que c'est que l'atome, enfin, nous savons bien la microphysique, nous voyons des quasars à des millions d'années-lumière, nous commençons à savoir la structure de la cellule et le code génétique de la vie, mais l'ombre, elle est dans l'homme maintenant. Mais vous, Edgar Morin, est-ce que vous êtes à la recherche d'une sagesse? Oui, c'est-à-dire que le mot sagesse en français, je l'aime pas beaucoup, en anglais on dit wisdom, ça me semble mieux, peut-être parce que c'est de l'anglais, mais je crois que, disons, ce qu'on peut appeler sagesse, c'est, je dirais,
quintessentiation de l'expérience. Je veux dire, c'est comme pour disons, c'est le vieillissement, mais au sens du vin et pas au sens de l'humain. C'est l'alcool, c'est l'eau de vie, n'est-ce pas, qui sort de la distillation. C'est ça. Alors c'est ça, mais qui veut dire art de vivre. C'est la chose la plus, dans le fond, la plus difficile. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, nous sommes d'abord dans une civilisation qui a commencé à détruire la sagesse au profit de la connaissance. C'est-à-dire que, disons, la sagesse, il y avait les philosophes de l'Antiquité de Grèce, etc. Ou bien dans les civilisations hindoues, n'est-ce pas, ou musulmanes, vous avez des sages, les marabouts, les gourous, tout ça, bien. Mais alors on s'est lancé, on a dit la sagesse, c'est pas important, ce qu'il faut, c'est connaître. Et puis alors après, et puis maintenant, disons, on a dévalué la connaissance au profit de l'information, c'est-à-dire savoir. Alors, il faut récupérer de la connaissance sur l'information, et c'est pourquoi, par exemple, je parle d'anthropologie. Il ne s'agit pas d'avoir des informations variées sur l'homme, il faut un peu savoir comment ça peut se présenter en un corps cohérent, et il faut récupérer de la sagesse sur la connaissance, c'est-à-dire c'est pas seulement de connaître, mais il s'agit de pouvoir incorporer ça dans sa propre vie. Pour moi, le problème d'incorporer dans ma propre vie ce que je sais et ce que je crois est un problème véritablement fondamental. Et si c'est ça la sagesse, je suis loin d'être un sage, parce que il faut dire aussi la sagesse est devenue un mot très banal, parce qu'on oppose le sage au fou. Mais pas du tout, puisque le sage peut paraître fou aussi, n'est-ce pas? C'était bien le cas de Diogène, n'est-ce pas, qui vivait dans un tonneau. Et aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes ou de vieux sages qui se passent par fous, parce qu'ils ne ressemblent pas aux autres. Salvador Dali? Non, lui c'est un fou qui a une certaine sagesse, enfin mais remarquez, mais ça communique aussi. Alors, ce que je veux dire, c'est que il faut savoir que la sagesse n'est pas être sage dans la façon dont on dit un enfant sage. La sagesse, c'est quelque chose qui doit se créer. Autrement dit, il n'y a pas un modèle de sagesse préexistant qu'il faudrait imiter. Il ne suffit pas de dire « Ah, je vais être sage, ben je vais prendre la vie de Ramakrishna ou d'un sage de l'Inde ». Il faut que nous créons nos sages modernes. Il faut des sages modernes. Nous manquons de sages. Edgar Morin, vous écrivez sur vous au jour le jour. Est-ce pour mieux vous connaître? J'écris, c'est-à-dire que ce que j'écris, parfois, enfin dans certains livres, comme le journal de Californie, je mêle ce qui me concerne personnellement à des choses que je veux objectives, c'est-à-dire concernant des choses autres que moi. Pourquoi? Parce que je suis toujours préoccupé par ce rapport entre l'observateur et la chose qu'il observe. C'est-à-dire que la plupart des gens croient que dès qu'ils profèrent un jugement sur une chose, ils profèrent un jugement vrai et objectif. C'est-à-dire ils succombent tous à l'illusion d'être le centre du monde ou d'être Dieu le Père. Alors que dès le départ, je sais que nous risquons toujours de nous tromper, c'est-à-dire que par un phénomène d'hystérie, de croire comme objectif ce qui vient en réalité de notre propre sentiment. Et pour ma part, en sachant que, en essayant de m'observer moi-même observateur dans la chose observée, sachant que je ne peux pas me détacher totalement de ce que je dis, je laisse à mon lecteur le soin d'essayer de distinguer ce qui peut venir de moi-même, de ce qui peut être accepté. Oui, mais en vous interrogeant tous les jours, vous finissez par connaître vos faiblesses, vos désirs, vos folles espérances et même votre désenchantement. En principe, évidemment, je pense que c'est un exercice salutaire, et je ne dis pas du tout que j'y réussis, mais je dirais que je crois beaucoup à l'autocritique et à l'auto-analyse. Je crois là aussi que ce sont des choses qui ont été abandonnées, alors que, disons, quand on prend un Montaigne, par exemple, on voit très bien que c'était ce qui correspondait à l'époque à la conquête d'une sagesse. Eh bien, aujourd'hui, ça a été annoncé, et on laisse même à l'autre toujours le soin de vous analyser et de vous critiquer. Alors que c'est soi-même, n'est-ce pas, on est une telle opacité pour soi-même, on est tellement mystérieux. Et même si on n'est pas mystérieux, on est tellement autre. Dans le fond, l'auto-analyse, n'est-ce pas, nous démontre que je est un autre, comme disait Rimbaud. C'est-à-dire que y a un étranger extrêmement puissant, extrêmement capricieux, extrêmement imprévisible en soi-même. C'est le dialogue avec soi-même. Alors,
quand on pense que de plus nous avons des sciences, enfin disons, ou des disciplines comme le freudisme, nous avons des moyens nouveaux de nous interroger. Aujourd'hui, on peut se dire ce qu'on se disait pas à l'époque de Montaigne. On voyait simplement l'influence du climat. Aujourd'hui, on peut dire mais l'influence de la classe sociale, l'influence du milieu familial, l'influence de l'éducation de la petite enfance, du complexe d'Oedipe, etc. Alors, je pense que c'est très intéressant de s'interroger parce qu'il faut se tenir à distance soi-même. Je pense que la civilisation, les gars, c'est la distance de moi à moi. Edgar Morin, parmi vos maîtres, il doit y avoir sans doute Montaigne, vous l'avez cité à plusieurs reprises, Rousseau et également Pascal. Oui, oui, exactement. Ce sont de bons maîtres. Trois auteurs classiques, en effet, vers qui vont des tendances profondes. Vous vous retrouvez? Si je me retrouve en eux, oui. Ben, c'est peut-être que, en effet, il y a en chacun quelque chose qui me touche profondément, oui. Je me compose à partir d'eux-mêmes, en partie, oui. Lorsqu'on vous lit, on remarque que vous récusez le mythe au nom de la réalité. Démythifié. Ça, on aborde un sujet... Oui, c'est un peu compliqué parce que je dirais que dans certains cas, c'est facile de voir le mythe et la réalité. Si vous pensez à l'affaire, disons, d'Orléans, c'est très facile de voir qu'il y a eu une imagination collective que les gens ont pris pour une réalité, alors que c'est une réalité de trafic de traite des blanches dans la ville d'Orléans, de plus faite dans l'arrière-boutique de commerçants juifs, alors qu'en réalité, ça se passait pas ainsi. Alors là, on peut très facilement critiquer le mythe de la réalité. Mais il y a un autre niveau où on ne sait plus très bien ce que c'est que la réalité et les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Mais vous n'avez pas été étonné de rencontrer cette histoire, cette rumeur d'Orléans? C'est quand même inimaginable. Mais c'est parce que j'étais très étonné que j'ai fait l'enquête. Et votre enquête est fouillée, sévère, et lorsqu'on finit de lire ce livre, on n'en finit plus de s'étonner. Oui, c'est à peine croyable. Eh bien, c'est pas seulement pas croyable, mais il faut dire aussi que c'était... L'étonnant, c'est qu'on a mis tellement de temps pour découvrir ces choses de vie quotidienne qui se passent autour de nous, parce que c'est depuis des années, peut-être une dizaine d'années, que le même type de rumeur renaît dans des tas de villes en France, même en Belgique, il y a eu des rumeurs du même ordre. C'est-à-dire que ces fantasmes existaient autour de nous, et nous les ignorons, nous, gens de l'intelligentsia intellectuelle. Alors ça m'a montré l'énorme distance qu'il y a entre la vie vraiment vécue par les gens et nous qui vivons dans le monde des idées et qui vivons assez détachés de ce monde de rêve collectif. Ce qui s'est passé à Orléans, c'est que pour la première fois, la rumeur, au lieu d'être restée circonscrite dans un quartier, dans un collège, c'est-à-dire hors de portée de la presse, elle s'est enflée comme une sorte de métastase dans le cancer, et s'enflant a provoqué un début de panique collective qui a alerté les commerçants visés, lesquels sont adressés à la justice, ont alerté les organisations antiracistes, lesquels ont vérifié, les journaux de Paris se sont mêlés, et la chose a crevé à la surface parce que elle avait dépassé un certain seuil. Mais sous ce seuil, il se passe des tas de choses qui grouillent dans notre société, et dont nous ne nous rendons pas compte. Et pour moi, la sociologie, c'est aussi un peu ça, essayer de percer la croûte ou de profiter de brusques événements comme la rumeur d'Orléans pour voir ce qui se passe par en dessous. Enfin, dans cette affaire d'Orléans, il y avait 6 commerçants juifs qui étaient accusés de faire la traite des blanches. Tout cela selon des rumeurs. Oui. Mais ceux qui les accusaient n'avaient aucune méchanceté. C'était beaucoup plus grave que cela. C'était de l'ignorance, un manque d'information et presque un côté primaire. C'est-à-dire qu'au début, la rumeur est née dans des milieux de jeunes filles qui se racontaient en elles-mêmes des histoires, en effet, où il y a à la fois kidnapping, piqûre de drogue, embarquement vers des citerres qui sont des terres lointaines. Et finalement, selon un processus hystérique, la chose a été crue. Et le processus hystérique, dans le fond, qui est au début de l'affaire, je n'ai pas pu le retrouver, mais sans doute le même de celui qui se trouve à chaque échelon de l'affaire. Parce que quand vous touchez la 1000e personne touchée par la rumeur, celle-ci la raconte à une 1001e personne de la même façon, sans doute que la première. C'est-à-dire, je le sais de source sûre, parce que ma voisine, qui est la femme du commissaire de police, le sait par son mari, ou bien je le sais parce que ma cousine est infirmière à l'hôpital et a vu la fille droguée. Le bouche à oreille. Voilà. C'est-à-dire que chacun s'imagine presque l'avoir vue. Et c'est ce côté hystérique qui est extrêmement dangereux. Alors, c'est de la magie.
C'est de la magie, exactement, mais la magie nous imbibe. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, c'est un rêve de jeune fille, à la fois délicieux et inquiétant, qui prend une réalité, mais qui n'a aucune intention nocive. Ce qui est extraordinaire, c'est que, malgré tout, ce rêve entretient une certaine crainte, Et alors, c'est très curieux, c'est qu'on cherche le responsable, c'est-à-dire comme la foudre trouve le bon paratonnerre, et bien on trouve le juif, c'est-à-dire celui qui assume le rôle du coupable, du profanateur, depuis 2000 ans de civilisation chrétienne. Et surtout, ce rôle qui, au Moyen-Âge, disons, s'est trouvé multiplié avec les thèmes de profanation d'hosties, de sacrifice d'enfants, etc. Alors, ce qui est étonnant, c'est de voir que naïvement, spontanément, sans aucune incitation politique de quelque groupe d'extrême droite que ce soit, c'est beaucoup plus grave que le fascisme, puisque c'est ce qui permet le fascisme, si vous voulez, que de voir que dans ces conditions-ci, cette rumeur a commencé, puis alors quand elle s'est répartie sur les adultes, à ce moment-là, les adultes ont dit « Ah mais quand même, c'est juif, c'est pas croyable », c'est-à-dire qu'à ce moment-là, un antisémitisme ancien a commencé par se réveiller jusqu'au moment où la rumeur a été cassée, mais même quand elle a été cassée, il en est resté quelque chose de légèrement antisémite, c'est-à-dire que des gens ont dit ben oui, c'est un coup qu'ont fait les juifs pour se faire de la publicité. Et lorsqu'on dit qu'il n'y a plus de racisme? Non, au contraire, malheureusement, les germes de racisme, et pas seulement concernant les juifs, mais les autres ethnies et races, et je dis pas seulement en France, même ailleurs, se sont remis en virulence, et c'est très très grave. Nous voyons en Angleterre, par exemple, qui est un pays qui spécialiste du racisme uniquement d'exportation, qui était très raciste, si vous voulez, dans ses colonies, mais qui par là même s'est offert le luxe de ne pas l'être à l'intérieur de l'île. Nous voyons maintenant des mouvements racistes terribles contre les immigrés, contre les Pakistanais, contre les Indiens, contre les ouvriers étrangers. La Suisse, depuis quelques années, voit s'éveiller un racisme qu'elle n'a pas connu contre les ouvriers italiens. Le sociologue Edgar Morin pense que c'est un danger de progrès. Un danger de progrès, je ne sais pas comment dire, je pense qu'aujourd'hui nous voyons toute une série de progrès techniques et matériels s'accompagner de très régressifs. Je pense que l'erreur vient de croire que le progrès est une chose généralisée. Par exemple, dans le progrès que constitue ce nouveau milieu urbain, ces villes, ces nouveaux types d'habitation, etc., il se crée un milieu absolument primitif et inculte où les gens ne savent pas ce que c'est qu'une société. Le danger, c'est que l'humanité aujourd'hui ne sait absolument pas dans quoi elle vit. La nature sociale est beaucoup plus étrangère que la nature de la jungle. Par exemple, sur la nature africaine, vous avez toujours des reportages, des photos, des safaris. Vous savez qu'il y a des éléphants, des girafes. Ce qui se passe, comment fonctionne la société, personne ne le sait, même pas les sociologues. Edgar Morin, je connais vos obsessions. Ces obsessions sont l'amour, c'est une belle obsession, la mort, le vieillissement et puis la dérive de l'âge. J'ai l'impression que c'est surtout le vieillissement qui vous fait peur. Bien sûr, c'est-à-dire que parce que dans le fond, il y a un livre que j'ai écrit après une maladie, au cours d'un tournant qui pour moi était celui de la quarantaine, et en effet, j'ai très profondément senti ce problème. Mais chez moi, disons, ça fait partie de mon ambivalence. Il y a le vieillissement physiologique m'apparaît comme une injustice par rapport à mon désir de connaître et d'expérimenter. Il me fait peur, si vous voulez, comme un déphasage entre mon être personnel, mon goût pour les choses, mon envie d'aimer, enfin, mon attachement à ce que j'aime, et je sens que, disons, si mon corps me trahit, eh bien, il le fait un peu trop tôt, voilà. Edgar Morin, vous dites, la mort, événement le plus naturel pour l'homme, est aussi le plus culturel, celui d'où naissent mythes et religions. La mort est quelque chose d'utile. Mais on ne sait plus. On ne sait plus très bien, parce que sur le plan des espèces biologiques, la mort est apparue à un moment donné, c'est-à-dire que, si vous voulez, les premiers êtres unicellulaires, ils se reproduisaient en se dédoublant. Et finalement, aucun n'avait une mort qui était assignée. C'est-à-dire qu'en principe, une amibe pouvait vivre une infinité de temps. Il y avait des accidents qui pouvaient Autrement dit, la vraie mort, c'est la mort d'accident. Or, avec la sexualité, des choses très compliquées,
il semble bien que les espèces qui sont développées par la suite sont celles, disons, qui s'offrent le luxe de pouvoir s'user et être jetées pour être remplacées par des nouvelles. En fait, c'est un peu comme, disons, dans les pays développés industriellement, on ne va pas rapiécer sa vieille radio, on ne va pas ou sa vieille voiture, on les abandonne, on achète une voiture neuve, on achète une télévision nouvelle. Et pas besoin de réparateur. Eh bien, c'est ce qui se passe pour les espèces très luxueuses, disons, qui, avec la sexualité et l'autoreproduction, n'est-ce pas, remplacent les individus par des nouveaux. Alors, quand on arrive à l'humanité, ça ne colle plus très bien. Pourquoi? Parce que les espèces supérieures sont des espèces où l'individu, disons, se développe de plus en plus. Et l'homme est une espèce où l'individualité a grandi le plus. On se rend compte que l'homme est l'animal qui, pour toute une série de raisons, quand la mort arrive, il la refuse, il ne veut pas la reconnaître. Et c'est là le mythe de la mort. C'est que dès qu'il y a humanité, c'est-à-dire il y a enterrement de cadavres, et enterrement veut dire croyance en une certaine survie des morts. Eh bien, dès les débuts de l'humanité, les légendes se sont agrippées sur le thème de la mort pour le nier et pour imaginer une survie ou une renaissance. Et c'est pourquoi la mort, qui est le phénomène le plus naturel, puisque tout le monde meurt par l'arrêt de la nature, est le plus culturel, puisque dès le début, l'homme a imaginé de nier cette nature par la mythologie et par la religion. Edgar Morin, vous rappelez dans l'avant-propos de L'homme et la mort, cette phrase de La Rochefoucauld qui disait « Le soleil et la mort ne peuvent se regarder en face ». Vous la regardez comment, vous, la mort? En clignant de l'œil et un peu de biais. Une bonne réponse. Avant de parler de ce journal de Californie, nous allons prendre une deuxième pause musicale. Vous avez choisi cette fois-ci la symphonie numéro 9, Adagio de Mahler.
Garmerin, autrefois, les sociologues américains venaient en France pour voir d'un peu près la bonne ou la mauvaise harmonie de nos traditions. Aujourd'hui, ce sont les sociologues français qui vont en Amérique. Et vous venez de publier, je le disais tout à l'heure, aux éditions du Seuil, un livre qui a pour titre « Journal de Californie ». Et il y a cette phrase qui explique bien, je crois, ce que vous avez voulu faire. Vous dites « La Californie n'est pas seulement le nouvel Eldorado, c'est le tohu-bohu où la civilisation s'accélère, se détruit, renaît. C'est la tête chercheuse du faisceau spatial Terre. » J'ai l'impression que tout se passe en Californie, et c'est la suite logique de notre conversation de tout à l'heure. C'est en Californie que commence la vie et que peut commencer la mort. Enfin, du moins, c'est l'impression que j'ai ressentie très fortement là-bas. J'ai eu l'impression que la Californie était l'Amérique de l'Amérique. Quand je dis tête chercheuse, et puis du vaisseau spatial Terre, qui est l'expression de... Enfin, vaisseau spatial Terre, c'est le mot de Buckminster Fuller, qui écrit un livre dont le titre est admirable, c'est-à-dire Manuel pour le vaisseau spatial Terre. C'est que, en effet, dans le monde, aujourd'hui, il y a une foule de problèmes qui se posent pour le développement. C'est-à-dire que les pays du tiers-monde, les pays qui ont été colonisés, les pays qui sont à demi colonisés, chacun à sa façon veut résoudre le problème de son développement technologique, lequel doit entraîner pas seulement, disons, la puissance économique, mais entraîner une révolution profonde dans les mœurs. Et dans beaucoup de cas, on est persuadé que ces révolutions de développement sont aussi des grandes révolutions. Mais moi, je crois que la Californie, qui est en même temps la partie la plus riche des États-Unis, tout en ayant des îlots de pauvreté extraordinaires, mais étant la partie la plus riche, la plus avancée technologiquement, c'est-à-dire le pays qui a vécu jusqu'au fond, qui est le seul jusqu'à présent à avoir vécu jusqu'au fond, disons, ce mode de vie de la civilisation bourgeoise, technique, industrielle, est en même temps le pays où brusquement se sont mis en action des contre-courants extrêmement profonds à cause des carences de cette civilisation. Je veux dire que c'est là où les gens ont disposé de plusieurs voitures, de tous les moyens possibles, disons, de confort ménager, des moyens pour passer des vacances aussi bien à Acapulco que en Grèce. C'est un moment où les gens ont disposé des biens que ils ont commencé à sentir que la possession des biens n'était pas la solution de tous les problèmes humains. Et c'est leurs enfants qui ont été, eux, directement sensibles à cette carence. De même qu'ils ont senti qu'il ne s'agit pas de fonder une civilisation sur la technique, et rien que la technique, mais qu'il y a aussi autre chose dans la vie que la productivité. Alors... Civilisation du bonheur ? Soudainement, mais bonheur, attendez, il faut faire très attention. Je veux dire que il y a eu comme une sorte de revanche des forces niées par toute la civilisation occidentale. Et je dirais tout d'abord, ce sont des ébauches d'une civilisation que j'appellerais post-bourgeoise. On parle de société post-industrielle, mais peut-être post-industrielle aussi. Il y a ça. Alors au départ, le bonheur n'a pas été le premier mot d'ordre. Ce mot d'ordre était à la fois plus profond. C'est-à-dire, les trois mots d'ordre de ce qu'on peut appeler le mouvement hippie, qui est le mouvement originel, c'est love and peace, l'amour, la paix. C'est-à-dire, il faut vivre selon l'amour et être en paix, pas seulement avec les pays étrangers, pas seulement au Vietnam, mais avec soi-même. Et chez les hippies, l'idée est venue que l'instant, c'est maintenant qu'il faut vivre comme ça, d'où l'idée annexe du paradise now. Le paradis aujourd'hui. Alors, si vous voulez, ceux qui ont dit le paradis aujourd'hui demandaient beaucoup plus que le bonheur. Ils disent, nous ne devons plus remettre à plus tard nos aspirations fondamentales. Ça, c'était, si vous voulez, la première époque du mouvement hippie. Et alors après, on s'est rendu compte que le monde résistait, qu'il y avait des difficultés, et il y a eu d'autres développements. Et une sorte de révolution culturelle se déroule actuellement en Californie. Vous dites l'amour, la paix, mais l'amour, la paix, c'était hier, on pourrait dire maintenant la guerre, presque tout s'est transformé. Un peu, c'est-à-dire que, en effet, le symbole, disons, du mouvement hippie, c'était cette jeune fille qui tendait une fleur aux soldats gardant le Pentagone, c'est-à-dire se croire que l'amour pourrait tuer la guerre. Ils se rendent compte, effectivement, que la guerre continue,
Et dans ce mouvement, disons, révolutionnaire de la jeunesse, il y a une aile qui est profondément non violente et qui pense toujours tout concentrer sur la révolution personnelle ou du petit groupe. Et il y a une autre aile qui, au contraire, dit on ne pourra s'en sortir que par la violence, et qui fournit des commandos de guérilla urbaine que l'on voit qui commencent à sévir aux États-Unis, pas seulement du fait des militants noirs qui, dans le fond, sont les militants de cette nouvelle nation qui est en train de naître, mais aussi de jeunes militants blancs, souvent des classes moyennes ou des familles de l'establishment, qui pensent qu'il faut casser cette société. Edgar Morin, vous aimez l'Amérique? Maintenant, oui. Vous avez fait plusieurs voyages. Oui, mais avant je ne l'aimais pas. Vous avez appris à la connaître. Il s'est passé, là aussi, c'est comme une membrane, c'est comme un hymen qui se déchire et quelque chose se passe. Jusqu'à présent, moi, quand j'allais en Amérique, j'admirais beaucoup la technique américaine. Plutôt, j'aimais, par exemple, une ville comme New York, comme Manhattan. D'ailleurs, j'allais surtout sur la côte Est, alors je trouvais ça extraordinaire. Je pensais que tout le génie, disons, de ce peuple allait dans ses productions techniques et qu'il restait plus rien pour leur propre vie. Alors je pensais que les Américains, dans le fond, étaient des débiles mentaux. Pourquoi? Parce que la collectivité avait mis son génie, non pas dans son art de vivre, mais dans la construction d'une civilisation. Donc pour moi, les Américains étaient des gens pas intéressants. Je les voyais avec ce complexe de supériorité français, européen, et en plus personnel. Alors en Californie, je dirais que j'ai découvert l'Amérique, c'est-à-dire que quand j'ai vu ce mouvement, disons, de cette croisade des adolescents ou des enfants, avec une telle sincérité, allant même au-devant de déceptions atroces, mais allant avec une telle candeur, et quelque chose de tellement bon, que brusquement j'ai vu que cette bonté était aussi un trait américain, que jusqu'à présent je n'aimais pas voir, parce qu'il était toujours mêlé à d'autres aspects négatifs, par exemple le racisme. Pour moi, même quand un Américain était un bon Américain, je dis, mais en même temps, ce type-là n'aime pas les Noirs. Et même quand il veut les intégrer, il pense qu'ils sont quand même des êtres inférieurs. Pour moi, l'Américain blanc, l'anglo-saxon blanc, est un être raciste. Mais vous auriez pu penser la même chose en France. Oui, bien sûr. Seulement, voilà le problème, c'est qu'en France, le racisme, disons, aussi brutal, n'est-ce pas, n'a pas moyen de s'exprimer parce qu'il n'y a pas une population de couleur de peau aussi différente dans le même endroit. Donc, si vous voulez, tout être a en lui des virtualités épouvantables, seulement dans certaines conditions, elles s'actualisent. Alors, chez les Américains, malheureusement, elles étaient actualisées. Enfin, l'Amérique objet, je dirais même l'Amérique gadget, c'est fini. Oui, bien sûr. On sent que l'Amérique, disons, sujet d'une sorte de transformation énorme, c'est ça le problème d'aujourd'hui. Edgar Morin, vous revenez d'un voyage donc en Californie, et sûrement vous avez fait une somme de révélations, une somme de découvertes, je veux dire. Personnellement, oui. C'est-à-dire que personnellement, j'ai rien découvert de particulier que je ne savais déjà, mais je l'ai compris, je l'ai senti. Parce que découvrir une chose, c'est qu'elle devienne vitale pour soi. Quelle est la chose qui vous a le plus agacé et le plus ému en Amérique? Agacé? D'agacer. Le racisme fondamental, peut-être. Oui, alors le mot d'agacement est trop faible dans ce domaine-là. Il y a une horrible Amérique, qui est l'Amérique fière d'elle-même, raciste et brutale. Il y a l'Amérique aussi de ces femmes bourgeoises qui, à 40 ans, sont tellement sèches, n'est-ce pas, que ça se voit sur leur visage, quelque chose d'épouvantable. Et d'un autre côté, il y a une Amérique de la sincérité, de l'amour, de la fraternisation. Enfin, lorsqu'on est sociologue, on ne peut pas fixer le présent sans prévoir l'avenir. Alors quel est l'avenir de l'Amérique? Sans l'imaginer, dis-moi. Mais je crois qu'on ne peut pas le prévoir. Il y a tellement de forces contradictoires qui sont en jeu, qui sont en conflit. Et comme c'est fort, le destin de ce conflit dépend aussi du destin du monde, puisque le sort intérieur de l'Amérique dépend aussi de la politique internationale, je crois que nous sommes arrivés au moment où nous ne pouvons plus prévoir. Enfin, il y a un danger tout de même, parce que la contestation globale de l'Amérique, de la société américaine, peut mettre celle-ci en danger. Écoutez, ce sont les mêmes... Je dirais en péril. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui peuvent tuer l'Amérique, qui peuvent la sauver. Elle peut se sauver toute seule? Personne aujourd'hui ne peut plus se sauver tout seul, mais enfin je veux dire que ce sont ces forces qui à l'intérieur de l'Amérique peuvent la transformer, qui en même temps peuvent la détruire. Mais ce qui se passe chez les jeunes en Amérique ou ailleurs touche tous les milieux à votre avis, Edgar Morin?
En Amérique, les classes moyennes sont touchées et les classes supérieures sont touchées. Il n'y a qu'une partie des couches populaires qui ne sont pas encore touchées parce que la réaction n'est pas aussi forte, parce que ces classes populaires ne sont pas encore assez profondément entrées à l'intérieur de la civilisation bourgeoise. Enfin, dans ce tohu-bohu, pour employer votre expression, l'amour et la haine ne sont plus les seules valeurs fondamentales. Bien, écoutez, l'amour et la haine sont présents et sont des acteurs, en effet. De ce voyage en Amérique, vous retenez beaucoup de choses et j'ai l'impression que maintenant, la connaissant mieux, vous avez fort envie de la retrouver. Est-ce que vous pensez déjà à repartir ? Je crois que j'irai faire un saut peut-être au mois de février. Je voudrais suivre en tout cas ces nouvelles expériences qui s'y mènent. Qui se mène en Californie, car pour moi, c'est peut-être l'expérimentation de nouveaux modes de vie. Enfin, il y a une chose rare quand même. J'ai, en vous lisant, eu l'impression que, en Amérique, la lutte des classes n'existe pas. Oui, elle existe, mais pas du tout comme on le conçoit en Europe. Elle est même plus violente qu'ailleurs. Par exemple, quand vous avez une grève ouvrière, elle est extrêmement violente, mais c'est une lutte des classes business-like. Elle se fait pour partager le gâteau, mais du point de vue, effectivement, disons, de la classe ouvrière, celle-ci ne prétend nullement vouloir changer la société. La lutte des classes aujourd'hui, ce sont les classes biosociales. Ce sont les femmes et ce sont les jeunes qui la mènent. Edgar Morin, s'il fallait choisir une autre terre d'élection, est-ce la Californie? Ah non, c'est l'Italie, ma terre d'élection. Merci Edgar Morin. Bientôt 18h, j'ai accueilli aujourd'hui Edgar Morin, qui vient de publier aux éditions du Seuil son journal de Californie. Radioscopie, Jacques Chancel, demain, notre rendez-vous, une grande musicienne, Magda Tagliaferro. J'ai compris maintenant pourquoi je butais sur le nom. Il faut, et c'est Edgar Morin qui vient de m'indiquer, il faut prononcer Magda Tagliaferro. Voilà, à demain. France Inter, 18h.